Bonjour à toutes et à tous, un rendez-vous que vous attendez tous chaque année maintenant au mois de janvier, c'est le Geek Life Festival. Ça se déroule au Centre des Expositions au Mans. La 7e édition aura lieu les 17 et 18 janvier prochains. C'est organisé par Jean-Christophe Camus. Bonjour Jean-Christophe. Moi je dis Jean-Christophe Camus parce que ça me va Julien, ça me va très bien. Qu'on se connaît. Ma mère est très longtemps. heureuse quand les gens m'appellent avec mon nom, avec mon nom de famille, donc ça va, bisous maman. Mais parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Et du coup, oui, c'est vrai, c'est devenu un rendez-vous et ça c'est super. Et oui, ça cool. marche. Et on le voit bien puisque tous les ans on a plus de visiteurs déjà, donc ça veut dire que les gens reviennent et qu'on en a un petit peu plus chaque année. Et surtout, voilà, on sent que les gens l'attendent maintenant et ça nous fait plaisir, mais ça nous oblige aussi parce qu'il faut trouver une nouvelle programmation, de nouveaux invités et surprendre les gens d'année en année. Donc ça, c'est un autre challenge. On va expliquer ce qu'est le Geek Life parce que peut-être que ceux qui ne connaissent pas pensent simplement au monde geek et voilà, mais il y a la culture asiatique aussi. Juste sur le développement quand même, parce que ce concept de Geek Life, il a fait des petits, Jean-Christophe. Vous avez commencé au Mans pour la 7e édition, mais aujourd'hui, c'est une entreprise mancelle qui s'exporte un peu partout en France. Merci de le dire, on en est fiers parce qu'en effet, on est toujours basé au Mans, mais on a 3 éditions derrière nous à Laval, une édition cette année, une première donc à Blois et une première édition à Lorient. L'année prochaine, on refait ces 4 villes et c'est Amiens qui nous rejoint et on discute encore avec d'autres villes. Donc on est très heureux de ça, ouais. Qu'est-ce qui fait, Jean-Christophe, que, parce qu'on pourrait, enfin évidemment que c'est pas la culture geek, elle n'est pas spécifique au Mans, évidemment on a plutôt une culture automobile, nous d'ailleurs ici, mais qu'est-ce qui fait, parce que je sais que vous êtes démarché par certaines villes, ce qui veut dire que le concept fonctionne, pourquoi ? Parce que la culture geek, la culture asiatique, c'est assez universel et c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien, comme les mangas par exemple, évidemment. Et les mangas, c'est ce que j'allais dire, Julien. Les mangas, la France est le premier lecteur de mangas au monde en volume, même devant le Japon, parce qu'on est plus nombreux, tout simplement. Et ça vient du Club Dorothée, historiquement. Oui. Donc, on reste des consommateurs très, très importants. On rajoute à ça la K-pop qui cartonne, évidemment. Il y aura un show. Et il y aura plusieurs shows K-pop, des danseurs, des chanteurs. Pour la première fois, d'ailleurs, une scène dédiée. Et ça, ça crée vraiment une émulsion qui est formidable. Et donc, en fait, on a les 3 mamelles, le jeu vidéo, la pop culture, le geek, et puis c'est vrai, l'Asie, le Japon et la Corée en premier. Alors le K-pop, vous le disiez, il y aura des shows avec Holo qui seront là pendant ces 2 jours au Centre des Expositions du Mans. Vous parliez du Club Dorothée, donc je fais la transition facilement sur l'un des invités de cette 7e édition, c'est Bernard Minet. Je précise d'ailleurs que juste après notre entretien, Jean-Christophe, on va rediffuser un des épisodes de Ma vie de geek que vous produisez dans le cadre de vos activités avec Bernard Minet, qui vient souvent au Mans d'ailleurs, Bernard Minet. Oui. Figure historique qui ne s'est jamais démentie, même après la fin du Club Dorothée. Oui, c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que dans les concerts de Bernard, il y a toutes les générations. Et ça, franchement, moi, j'y croyais pas. La première fois que je l'ai invité, moi, j'ai une grande fille qui a 20 ans. Je lui dis à Bernard Minet, je lui dis, mais tu connais absolument pas. Elle m'a fait, bien sûr. Et je lui dis, mais d'où tu connais ça ? Bon, elle m'a répondu, je suis ta fille. D'accord, ouais, c'est une partie de la réponse, mais pas que. Et c'est vrai que les gamins adorent ses chansons. Il a su se renouveler. Il a sorti un album avec un band de métal, Bernard Minet Metal Band. Il a fait les plus grands concerts, les plus grands festivals de hard rock. Il n'a pas oublié ce que c'était que la communication non plus. Il est très bon communicant. Là, il y a un grand retour de Dorothée aussi. Donc, je pense qu'on va le revoir pas loin. Il y avait une émission spéciale qui a été sur les grandes chaînes aussi, d'hommage à toute cette époque. Donc c'est une époque qui n'a jamais arrêté. Il y a eu quelques creux de la vague, mais Bernard Minet, il tourne depuis des années maintenant. Et nous, on a bloqué les portes la première fois qu'il est venu au Mans. C'est la seule fois où c'est arrivé à Geek Life. On ne pouvait plus faire entrer les gens. On était trop nombreux à l'intérieur de la salle. C'était au moment du concert de Bernard Minet. Et donc là, il sera en concert, Bernard Minet. Bon, il y a une quinzaine d'invités un peu stars pendant ces 2 jours au Centre des Expositions, dont également Donald Renew. Oui. Donald Renew, alors ça parle peut-être moins que Bernard Minet, en tout cas à la génération qu'on représente nous, parce que Bernard Minet, nous on est la génération Club Dorothée. Tout à fait. Donald Renew un peu moins, par contre, et ça vous l'avez toujours fait d'ailleurs à Geek Life, c'est aussi le doublage. Alors parce que c'est des doublages un peu de parfois des Simpsons ou des choses comme ça, mais ça fonctionne toujours bien ces comédiens-là. Oui, il y a une vraie... Alors au Japon, les comédiens qui doublent les animés sont des énormes stars. En France, c'était pas le cas. Brigitte Lecordier racontait d'ailleurs dans un épisode de Ma vie de geek qu'au début, on se foutait de leur tronche, on disait que c'était n'importe quoi. Précisons, Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier qui double Oui Oui et qui double Dragon Ball, évidemment très très connue, vraiment des comédiennes les plus connues en France pour ce qui est du doublage et des directrices artistiques. Et aujourd'hui, la tendance s'est inversée. On rejoint le Japon, c'est-à-dire que les gens qui doublent, les comédiens qui doublent, parce que ce sont des acteurs, des comédiens, faut pas l'oublier, deviennent eux aussi des stars parce que Donald
Renew, il a doublé Spider-Man, il a doublé Andy dans Toy Story. Donc forcément, pour les gamins qui ont grandi avec Toy Story, ils se disent waouh, ils entendent cette voix, c'est incroyable. Et puis on parlait d'une nouvelle génération, Titeuf par exemple. Ouais. Oui, il a fait Titeuf, Harold dans Dragon, Christophe. Oui. Dans La Reine des Neiges. On peut jamais citer tout le monde parce que c'est ce qu'on nous dit. Mais il a fait la voix de ça aussi. Mais oui, mais je leur dis la page Wikipédia, elle fait 15 bornes. Donc on peut pas tout mettre. Alors, au cinéma, c'est quand même Andrew Garfield. Oui. Donc l'un des Spider-Man. Oui. Et puis Jesse Eisenberg. On a vu en Insaisissable ou alors qui avait fait aussi The Social Network notamment. Ils font des tonnes et c'est pour ça que les gens sont bercés par leur voix et du coup ont envie de les rencontrer, ont envie d'avoir un autographe, envie d'avoir un souvenir. Et qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs pendant le Geek Life? Ils discutent, ils signent des... Alors nous on essaye de pas qu'ils soient pas juste des gens là pour donner des autographes. Ils en donnent parce que évidemment c'est ce qu'on a envie d'avoir. Ils sont gratuits d'ailleurs à Geek Life d'ailleurs parce que dans d'autres conventions, dans d'autres lieux, on paye pour la dédicace. Alors, on se rappelle de l'inventeur, enfin pas l'inventeur mais des comics très forts, des Marvel et les... comment il s'appelait Stanley, il faisait payer très cher les dédicaces. Plusieurs centaines d'euros pour une dédicace. Donc là, c'est gratuit une fois que vous avez payé le billet d'entrée, c'est important de le dire. Et du coup, il y a la dédicace, la rencontre, un petit échange. Et puis après, il y a des moments sur scène et du coup, qui permettent d'échanger avec tout le monde. On a Matt qui anime des échanges sur la grande scène. Matt qui est aussi un partenaire de l'MTV de longue date et du coup, qui est un grand spécialiste et qui va leur poser des petites questions. L'année dernière, on a fait une spéciale Club Dorothée. On avait Hélène Rollès, on avait Jackie. Et on a évidemment plongé un peu dans les secrets de tout ça. Donc on va chercher un peu des anecdotes et on essaie de ne pas leur poser les questions qu'on leur a posées 10 000 fois et d'aller chercher des trucs un peu rigolos et un échange avec le public. Comme ça, tout le monde peut les voir. Tout le monde ne peut pas avoir un autographe parce qu'on ne peut pas passer 10 000 personnes, mais tout le monde peut les entendre, passer un moment avec eux avec un échange sur scène. Donald Renew, on va redécouvrir aussi, juste après Bernard Minet, on en a parlé, mais l'un des épisodes de Ma Vie Geek que vous lui avez consacré. Revenons un peu au programme aussi, Jean-Christophe. Il y a... Parce qu'actuellement, sur les réseaux sociaux du Geek Life et de LMTV, on a créé ensemble des pastilles qu'on voit évidemment sur notre antenne aussi, qui expliquent un petit peu ce qu'est tout ce monde du Geek Life, c'est-à-dire le cosplay, la pop culture, les mangas, le e-sport également. Donc il y a un village cosplay aussi au Geek Life, et ça, c'est un vrai événement aussi. Il y a toujours du monde pour le cosplay. Et je me rappelle, parce que j'ai dit déguisé à un moment, vous m'avez renvoyé un texto pour me dire si tu pouvais mettre costumé, ça m'arrangerait. Ça serait bien. Mais en effet, c'est vrai, parce que le cosplay, en fait, c'est l'interprétation d'un personnage. Mais si vous avez envie de venir déguisé à Geek Life, vous avez le droit, personne ne vous en voudra. Mais à partir du moment où on a commencé à travailler le cosplay, on s'éloigne du déguisement très très vite. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se costume et on interprète le personnage. Je pense à Bad Cosplay, qui est un habitué, c'est le nom du cosplayer, c'est son pseudo. Il est en Batman quand vous croisez. C'est Batman, je peux vous assurer. Vous faites pas l'idiot, quoi. Voilà. Donc, ils incarnent vraiment le personnage et c'est ce qui se passe sur scène. D'ailleurs, quand il y a le concours cosplay, c'est un moment où il y a une scène de théâtre, en fait. Et donc, qui juge ? Alors, on a des juges internationaux cette année, la championne de Suisse. On a un Allemand aussi qui est un grand cosplayer spécialiste plutôt des armures. On a Kosaiki aussi qui est un des jurys. Lui, sa spécialité, c'est que c'est un homme qui se cosplay en femme. Voilà. Et c'est l'intérêt d'ailleurs, un des intérêts du cosplay, c'est que venez comme vous êtes. Je pique ça à une grande marque, mais vous faites ce que vous voulez et c'est ça qui est génial. Vous vous habillez comme vous voulez, avec le volume de tissu que vous voulez et personne ne vous embêtera. À Geek Life, en tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour que ça soit le cas. Vous avez parlé des jeux vidéo, il y aura des bornes d'arcade comme d'habitude qui seront mis à disposition. On parlait de cette culture asiatique, il y a des tambours japonais qui seront là avec Enishi. On a un espace de rétro gaming. Il y a un atelier calligraphie également pour les Japonais. Ce que je vous propose, Jean-Christophe, c'est qu'on diffuse, comme on l'a dit, le portrait que vous aviez réalisé dans le cadre de Ma Vie de Geek de Bernard Minet. On se retrouve d'ici quelques instants. Geek Life, le festival des passionnés de pop culture, vous présente Ma Vie de Geek. Salut à tous, bienvenue dans Ma Vie de Geek. Aujourd'hui, je reçois celui qui était une star dans les années 80 et 90 et qui est aujourd'hui une icône de la pop culture française. Il est chanteur, acteur et même aujourd'hui frontman dans un groupe de métal. Bref, c'est un artiste complet. J'ai l'immense plaisir de vous partager La Vie de Geek de Bernard Minet. Bonjour Bernard. Salut, Ma Vie de Geek, super. Merci d'être avec nous Bernard. Aujourd'hui, cette émission, quand je l'ai rêvée, que je l'ai commencé il y a quelques années, tu faisais partie des gens que je rêvais d'avoir dans cette émission. C'est adorable. C'est pas pour commencer en tirant les pompes, c'est une réalité. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. Dans cette émission, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros et c'est toi qui as choisi 5 dates dans ton parcours
il est vaste ton parcours, on le sait. Est-ce que ça a été difficile de les choisir, cette date, avant qu'on se lance dans la première? Mais oui, c'était difficile parce que tu vois, il faut choisir les plus importantes, les plus intéressantes. Et puis, tu as remarqué que des fois, j'ai mis 2 années, 86, 87, 2002, 2005. Tu as trouvé une solution pour sortir un peu du cadre. Et raconter largement. Les années 86-87, justement, c'est les années avant et au début du club Dorothée. C'est ça. C'est évidemment, je parlais d'icône, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu es une icône. C'était important pour moi de parler de l'avant parce que 86, si tu veux, moi j'ai commencé à travailler pour Dorothée en tant que batteur en 1981. Tu vois, et en 86, il s'est passé pas mal de choses. D'abord, Dorothée a fait plus de tournées importantes. Et puis, j'ai commencé, moi, Jean-Luc Azoulay m'a demandé de chanter des covers. Le cover, à l'époque, tu chantais un morceau à l'identique et c'était en vente dans les marchés moins chers, tu vois. Et donc, j'ai fait beaucoup de covers, j'ai chanté beaucoup de choses en cover, plein de titres. Et puis 86, c'est important parce que c'est l'année où Jean-Luc Azoulay m'a dit tiens, tu vas chanter un original, Go, Gobo. Tu vois, c'était le début. Alors après, on passe en 87, début 87. J'accompagnais à cette époque-là, avec mes collègues d'ailleurs, qui accompagnaient Dorothée aussi, Malik et Gilles Papyri. On accompagnait Charles Aznavour, Monsieur Charles Aznavour, dans le monde entier. Klederman aussi, c'était des tournées dans le monde entier. Et Mademoiselle Dorothée, qu'on faisait. Et là, en début 87, il y avait une tournée de 50 dates. Et là, Jean-Luc Azoulay n'a pu accepter les remplacements. Donc, il a fallu choisir. Mes potes et moi, on a dû choisir. Et moi, comme je ne suis pas un solitaire dans les chambres d'hôtel dans le monde entier, j'ai choisi ma femme et de rester en France pour travailler pour Dorothée. Jean-Luc, il ne vous a pas choisi au hasard, hein. Vous étiez tous des musiciens. Alors, on n'en est pas là encore, mon Jean-Christophe, on n'en est pas là. Parce que tu parles de Jean-Luc, mais... Oui, mais ça, c'est en 86. Mais en fait, de Données Musclées, il n'y avait que René, qui avait travaillé depuis longtemps avec Jean-Luc, parce qu'il avait accompagné Sylvie Vartan. Et donc, en janvier, pour cette tournée, il a fallu choisir. Moi, j'ai choisi de rester. Et c'est là aussi qu'il a fallu trouver un autre guitariste, qui était Malik, qui était avec Aznavour aussi, et puis Klederman. Et donc, on a trouvé, Jean-Luc a trouvé, Gérard Salès a trouvé Eric Boide, qu'on connaît, le Eric là et tout. Et moi, j'ai branché Rémi Sarrazin à la basse, et j'ai branché Framboisier, mon pote Framboisier. Et je te dis pourquoi j'ai branché Framboisier, parce qu'à l'époque, je faisais des séances d'enregistrement, tu vois, à la batterie. Et un jour, j'ai travaillé pour lui. Et avant, il travaillait avec Manu Katché, tu vois. Et après, il m'a appelé, moi. Donc, ça m'a fait vachement plaisir qu'il me rappelle moi, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais cette petite chose-là. Et en plus, il est hyper sympa et tout. Et puis, Jean-Luc voulait des mecs sympas. Et c'est là que j'ai amené deux musclés, futurs musclés, en 87. Et en 87, pourquoi 87, c'est le début du Club Dorothée, septembre 87. Et moi, en août 87, il m'a fait chanter une quinzaine de génériques. Là, parce qu'il fallait lancer le... Voilà, ils avaient acheté machine, des séries, ouais. voilà. Et tu vois, moi, j'ai fait un travail de choriste, il faut le savoir. Il n'était pas question de faire Bernard Minet, pas du tout, pas à ce moment-là. Et donc, j'ai fait 15 titres dans les premiers, tu vois. Et c'est seulement après, en novembre, où Bioman est sorti de ça. Il faut te dire aussi, pour être complet, qu'avec Gérard Salès, le compositeur, en studio, dans la liste, on connaissait que Goldorak, de nom, tu vois. Et donc, et Bioman, on ne savait pas que c'était passé avant sur Canal+, totalement intimiste, puisque Canal+ n'existait pas vraiment. Très discret à l'époque, en effet. Oui, très discret. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle chanson de Bioman, tu vois. Moi, je ne savais pas tout ça. Et voilà, et Bioman, il m'a demandé, en novembre 87, voilà, Bioman marche bien, on vend 545 tours par jour. Donc voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour le présenter. Mais moi, j'étais surpris, je dis, mais Jean-Luc, je suis musicien, moi, tu vois. Et il m'a dit non, et il a été très intelligent parce qu'il m'a dit non, mais je ne demande pas une réponse tout de suite, tu peux réfléchir 48 heures si tu veux, je te jure, c'est la vérité. Et donc j'ai fait la balance, le pour, le contre, et j'ai dit on y va.
Et l'aventure était partie, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, avec de vrais musiciens. C'est vrai que Absolument. tous des musiciens de talent, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Pardon. qui avaient accompagné, mais ne t'en excuse pas, mais c'est ce que je voulais. 50 vedettes, on avait... Mais voilà, c'est ça que je voulais insister là-dessus, parce qu'avant cette période, évidemment, pour laquelle beaucoup te connaissent, il y avait des grandes stars que vous accompagniez sur scène, et je voulais le rappeler. Tu as raison. Ça, on a accompagné, à nous 5, on s'est amusé à compter 50 vedettes, dont Aznavour, dont Johnny pour René et Eric, dont Higelin pour Rémi Voilà, Sarrazin. que des gens, voilà, non, mais de petits c'était amateurs, très quoi. drôle. Voilà, donc Voilà. ça, je voulais vraiment qu'on le dise. On change de date complètement, parce qu'évidemment, on ne fera pas tout le parcours de Bernard. Ça, c'est pas possible, hein, les amis. C'est les 5 dates qu'il a sélectionnées. Rémi, je parle vite pour aller retenir la 15 Mais je te minutes. remercie. Mai 2000 et 2002. Première demande pour un show, c'était au Queen à Paris, parce que c'était le premier retour après la grande époque, c'était la fin du Club Dorothée, et c'est les premiers retours. Le Club Dorothée s'est arrêté en septembre 97. Et je t'avoue que moi, je ne comprenais pas, je pensais que Dame Chance m'avait abandonné, tu vois, parce que 2 ans où rien n'aboutissait, on devait monter une guinguette thé dansant avec Framboisier, ça ne s'est pas fait. Il y avait des restaurants comme ça, rien n'aboutissait, je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai un coup de fil du Queen. Bonjour monsieur, Bernard Minet. Voilà, on voudrait faire une soirée avec vous au Queen. Tu vois, tu connais le Queen, moi aussi je connaissais. Mais je dis, attendez, je lui ai dit, je te jure, je lui ai dit, mais vous voulez jouer à un jeu de comment ça s'appelle? Vous voulez être méchant avec moi? Vous voulez qu'il me Ouais, jette des un tomates? jeu de, tu sais, quand tu lances dans les... Un chamboule-tout. Voilà, un chamboule-tout, un jeu de chamboule-tout. Moi, accroché au filet, non, il me dit non, c'est parce que au Boy, je crois, au Boy, il y a des soirées oh là là avec Chantal Goya et ça marche fort. Donc nous, on veut faire les jeudis de la chanson française, tu vois. J'ai dit, ah bon, combien vous nous prendriez? Et je te jure, mais je ne savais pas combien prendre, tu vois, pour faire 10 minutes, hein, oui, pour faire 10 minutes. Je ne savais pas, alors donc j'ai réfléchi un peu vite et puis je lui ai dit un petit prix et après je suis arrivé là-bas, il y avait 1700 personnes. C'est la première fois qu'il y avait les gars, ils avaient fait un drap au premier étage, Bernard on t'aime. Et puis tout le monde a chanté, j'avais chanté Bioman, Goldorak, et puis c'est toujours les vacances, au Club Dorothée, tu vois, comme intro. Et tout le monde chantait. Je me suis pris pour Bruel. C'était bon ça. Et là, tu as compris que ça allait démarrer ou pas du tout? Ou tu étais encore trop sur la surprise de te dire, bon, c'était un one shot, mais... J'ai simplement fait une carte postale. Alors après, un gars qui était là-bas sur place, qui travaillait avec le Queen, me propose les soirées de la jeunesse dorée. Ça, c'est très marrant. Et si tu veux, c'est là que, un an après, j'ai vu que des petits, qui avaient à l'époque 21 ans, étaient déjà nostalgiques de leur enfance. Ce qu'on n'a jamais connu avant, parce que la nostalgie, pour tes parents, pour nos parents, avant, c'était à 50-60 balais, tu vois, la nostalgie. Dès 20 ans, ils avaient déjà la nostalgie de l'époque. De leur enfance, parce qu'il y avait, pour la première fois, la télé toute la journée pour les enfants, tu vois, c'est tout simplement ça. 2005, Bernard, avec une autre expérience, un autre grand retour en fait, puisqu'il y a eu des conventions, tu as tourné en concert, mais en 2005, c'est le Bernard Minet Live Band. Là, tu as repris des musiciens autour de toi. Eh ben là, si tu veux, j'ai eu cette idée-là, je savais que tu sais, tu mets s'il y a des bons accords, tu mets de la guitare, tu suis bien les accords, en général ça marche, tu vois. Et je savais que ça allait marcher, ces chansons-là. Donc c'est là où j'ai l'idée, puis j'ai trouvé un groupe de Colmar, très sympa. On s'est revus il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, et puis c'était trop tôt, tu vois. C'était pas encore... voilà, c'était trop tôt pour tourner, c'était trop lourd économiquement. Donc j'ai pas pu continuer, mais j'ai continué tout seul, tu vois. Mais voilà, alors, tout ça pour dire que j'ai eu cette idée-là en 2005. Mais ça a amorcé quand même une idée, tu as commencé à dire que peut-être tu pouvais réinterpréter ces titres, les reproposer au public. Tu as dit que c'est un peu tôt, mais c'était l'idée quand même. Oui, c'était une idée, mais c'était pas pour faire quoi que ce soit, tu vois. Au départ, tu testes des trucs, c'était sympa, non. Et après, oui, effectivement... Ça a explosé. On va parler du début des conventions, des conventions régulières, on va dire en 2007. Et on va saluer le TGS, ce grand salon de Toulouse Game Show, avec une mise à l'honneur de Bernard Minet à Toulouse. Écoutez, d'abord, j'ai découvert ces conventions. Et il faut dire que les premières conventions à Toulouse, il y avait 10-15 000 personnes déjà à Diagora. Et puis, il faut rendre hommage à Sébastien Lorenz, qui a cru en moi très vite. Et puis, Frédéric Devez, qui est toujours le président de TGS.
Et voilà, et je l'ai fait beaucoup de fois. Et ça a été une découverte. Là, les salles étaient pleines, ça chantait à tue-tête. C'était vraiment piste très sympa, quoi. C'est là que j'ai commencé les conventions. Après, d'autres ont suivi et tout. Non, c'était excellent. On enregistre cette émission en partenariat avec le festival Geek Life. Bah oui, on est ici On l'enregistre pendant un festival. Comment tu vis justement toutes ces rencontres voilà, et tous ces gens qui sont heureux de te voir, qui pleurent, qui crient, qui chantent? Mais j'adore ça. Qu'est-ce que ressent l'artiste que tu es sur moi, ça scène? me fait... Parce que c'est un échange. Il y a beaucoup de tendresse d'abord dans nos rapports. Il y a beaucoup de sourires, beaucoup de rires. Et il y a même parfois beaucoup d'amour, c'est normal. Et puis moi, je ne suis qu'un petit facteur de tout ça, tu sais. Je suis le petit chanteur de générique. J'ai chanté des grands héros, des trucs cultes maintenant. Mais le public, c'est important parce que c'était leur enfance. Et l'enfance, elle est magique. On n'oublie rien de l'enfance. Non, je te confirme. Oui, Mais je vais parler de moi, Bernard, parce que oui, c'est mon enfance, mais ce qui m'a beaucoup amusé, la première fois où j'ai eu le plaisir de te recevoir et de te rencontrer dans un festival, j'ai dit à ma fille, je vais recevoir Bernard Minet. Je me disais, bon, bah, tu connais pas Bernard Minet. Elle m'a dit, pardon. Et donc, je ne sais pas si j'ai transmis, je ne sais pas d'où ça vient, mais elle a 20 ans. Et à 20 ans, cette génération te connaît aussi. C'est-à-dire qu'il ne faudrait surtout pas croire qu'il n'y a que les quadras comme moi qui sont au concert. Comment tu vis ce fait qu'il y ait une transmission? Tu sais d'où elle est venue? Comment ça s'est passé? Des fois, c'est des petits. Mais oui, il y a des enfants qui viennent te voir. Des jeunes de 17, 18 ans, je leur demande, mais vous me connaissez d'où vous? Et un jour, pour rester dans l'esprit des conventions, plusieurs fois, on me dit, je vous connais grâce aux joueurs du grenier. Ah ben écoute, formidable. Mais oui, c'est les nouveaux vecteurs de communication. Oui, non, mais c'est fou, hein, mais sans arrêt, on me le dit. Ou alors les parents, quoi. Ou alors, vous savez, il y a un truc très sympa, c'est que les parents regardent un peu quoi, je vais à la convention Geek Live, mais il y a quoi? Mais si, regarde, donc les parents jettent un œil sur le programme. Ah, il y a Bernard Minet. Et la maman, des fois, elle dit, mais j'étais amoureuse de lui quand j'étais petite. Ils viennent me le dire, et puis, bah oui, c'est un gars de sérieux, tu vois, quand on engage Bernard Minet. En 2015, c'est la dernière date, mais si on aura une petite date bonus pour un clin d'œil, c'est la sortie de ton livre, Ma vie de folie. Est-ce que c'est la demande justement des gens que tu rencontrais, qui voulaient en savoir plus, qui t'a donné cette envie? Ça a été une demande d'un éditeur, d'abord, et d'une fille qui travaillait pour cette édition, Clarisse Mérigeau, avec qui j'ai fait, qui est une artiste incroyable, qui est très forte, qui m'a galéré pendant 9 mois pour écrire tout. Elle voulait vraiment les images, tout, enfin... Et donc, voilà, et figure-toi que moi, en 2015, tu vois, je pensais vraiment que ce livre, j'allais tirer un trait. Tu vois, j'allais tirer un trait. Oui, j'ai dit, bon, bah, c'est fini, après, tu vois, et je racontais ça, voilà, pour moi, c'était Et puis, j'étais surpris qu'on pouvait t'interviewer et commenter le livre que tu avais écrit, j'étais surpris, tu vois. Donc, ça a continué, voilà. On a, en tout cas, dans ce livre, j'ai parlé avec sincérité, comme toujours, et puis simplicité, et puis j'ai raconté quelques anecdotes, et puis je parle de mes potes, surtout, qui étaient déjà disparus, Framboisier et René. Ça fait, dans une truc comme ça fait une amitié comme ça. Pendant 3 ans, après la disparition de Framboisier, je ne pouvais plus regarder un épisode, tu vois, sur AB1, ni même les photos, tout, j'avais du mal, tu vois, 3 ans après. Et ça, c'est la tristesse que connaissent tous les gens qui perdent un proche, voilà. Eh ben, on leur rend hommage, en tout cas, en parlant d'eux aujourd'hui, et tu le fais en concert. Je le sais, à chaque fois, tu les salues, bien évidemment. Ah oui. Obligé. Une petite date bonus. On enregistre cette émission en 2024, pardon. On va parler du Motocultor Fest, festival de métal, et tu t'es éclaté là-bas, en fait. Ça a été la folie. Et ça a été une surprise aussi, tu vois, parce que il m'avait dit, voilà, vous allez faire une séance de signature à 17h. Et donc, bah, d'accord, oui, j'ai l'habitude de faire des signatures, tu vois, d'une demi-heure. Et je suis arrivé là, et il y avait une queue énorme, la plus grosse queue du festival. Quoi, tu vois? Les métalleux adorent Bernard Minet et les non, génériques. mais attends, les métalleux ont tous été enfants, hein, faut pas déconner. C'est normal, tu vois, c'est l'enfance. Mais oui, et c'est un public charmant, c'est des gens charmants, tu le sais. Voilà, on en a beaucoup dans l'équipe du festival Geek Life, voilà. Ça, on les adore. Il n'y a pas besoin d'insister là-dessus. Mais
mais voilà, j'ai senti dès la première, l'arrivée à la signature, l'engouement. Et voilà, et d'ailleurs, il y a un très beau after movie fait par Ron Morris. Vous pouvez le regarder, l'after movie du Motocultor, et ça reflète bien vraiment cette journée de folie. Voilà, j'ai une équipe de musicos géniaux. Le public est génial, le public, voilà, ça chante, ça met la banane, quoi. Non, c'est un grand plaisir, mais partout, chaque scène, c'est un grand plaisir, et de plus en plus, c'est marrant, tu vois, c'est de plus en plus fort, voilà. Je suis content. Eh ben nous, on est content aussi que tu sois sur scène et on est heureux de te retrouver à chaque fois. Merci Bernard d'avoir choisi 5 dates et de revenu sur ces 5 dates, plus une. On avait le petit bonus. On te retrouve bien sûr sur scène, dans des conventions. Et on est vraiment ravis que tu aies pris un instant pour venir. Merci beaucoup. Vous êtes très sympa, merci. À bientôt. Geek Life, le festival des passionnés de pop culture, vous a présenté Ma vie de geek. Bernard Minet, donc, que vous retrouverez dans le cadre de cette 7e édition du Geek Life Festival le 17 et 18 janvier prochain au Centre des Expos. Jean-Christophe, quelle heure, quel jour ? Alors Bernard, lui, il sera présent toute la journée du samedi, uniquement le samedi. Le concert, ça sera à 15h. Et j'insiste, une seule place, un billet, et vous avez accès au concert. Parce que parfois, on nous demande c'est combien le concert. Ben, c'est compris dedans. Voilà. D'accord. Donc par contre, il faut arriver tôt peut-être pour... Alors oui, je disais tout à l'heure, j'avais fermé les portes une fois, mais on a pris beaucoup plus grand depuis cette année. On a agrandi, on a poussé les murs. Donc j'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde. Bon, le comédien de doublage dont on parlait tout à l'heure, c'est Donald Renew. Vous l'aviez également rencontré dans Ma vie de geek. On diffuse cet épisode et on se retrouve pour la fin de l'émission. À tout de suite. Geek Life, le festival des passionnés de pop culture, vous présente Ma vie de geek. Salut à tous et bienvenue dans Ma vie de geek. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dont vous connaissez forcément la voix. C'est peut-être même l'une des voix les plus connues de France. Il interprète des personnages dont la liste est tellement grande que même Wikipédia n'arrive pas à les référencer. J'ai l'immense plaisir de vous partager La vie de geek de Donald Renew. Salut Donald. Salut. Je suis très heureux de t'avoir dans cette émission. C'est une émission dans laquelle l'invité travaille un petit peu, puisque c'est toi qui choisis 5 dates marquantes dans ton parcours professionnel ou dans ton parcours plus personnel. On va le voir dans un instant. Mais tout d'abord, est-ce que ça a été difficile pour toi d'isoler ces 5 dates ? Oh non, je pense qu'on aurait pu, j'aurais pu même en trouver 10, 15. Mais là, c'était une longue émission qu'il fallait. Oui, mais là, les 5, tu as réussi à les isoler assez facilement. Ouais, c'était assez évident, ouais. Alors, on y va tout de suite sur la première. Je parlais des petits, des grands, je parlais des jouets. Je parle du 21 novembre 1995. On va parler de Toy Story. En quoi c'est une date importante pour Donald Renew ? Parce que, évidemment, je n'ai pas commencé par Toy Story, mais c'est le film qui a lancé ma carrière. Je l'ai déjà beaucoup dit en interview, mais je ne peux pas ne pas passer à côté parce que j'ai des potes comme Thierry Desroses, qui ont commencé leur carrière sur Pulp Fiction avec Samuel L. Jackson. Tranquille. C'était pas mon cas. Moi, je suis commencé petit à petit avec les petits rôles et ambiances, comme on dit. Mais Toy Story a été le film qui a fait décoller la carrière parce que comme c'était tellement un ovni que tout le monde voulait voir ce film, fan d'animation ou de cinéma en général, c'était tellement révolutionnaire. Oui, c'est une révolution, mais clairement, ouais. clairement. Et mon rôle, Andy, que malheureusement je n'ai pas reconduit malgré moi sur les Toy Story d'après. D'ailleurs, voilà, si Disney voit cette vidéo, Toy Story 5, je suis chaud, pas de souci. Ça, j'ai passé. Voilà. Ouais, Toy Story a lancé ma carrière parce que ce rôle, c'est celui qui ouvre le film. Donc il y a le logo Pixar et juste après, il y a un monologue de Andy qui fait les voix de tous les jouets dans sa chambre. Donc du coup, ça m'a fait une carte de visite monumentale. Et je sais très bien qu'il y a eu un avant et un après Toy Story. Et tu étais jeune à l'époque, tu l'es toujours, Donald, mais ta carrière a quand même démarré plutôt jeune avec Toy Story. Ah oui, carrément. Et c'est vrai que cette date-là, elle n'est pas au hasard. C'est que ce jour-là, c'était le jour de l'avant-première. Donc peut-être que c'était la veille, donc peut-être le 21 novembre. Et il y avait l'avant-première de ce film-là. Et j'avais décidé, vu qu'il y avait vraiment beaucoup de travail qui arrivait, d'arrêter l'école traditionnelle et de le faire par correspondance. Donc cette journée-là a été vraiment le jour où j'ai décidé d'en faire mon métier et qu'il y avait l'avant-première. Donc c'était le jour hyper important d'une prise de décision incroyable et l'avant-première d'un film révolutionnaire. Donc
vraiment une date importante. Oui, puis enfin, ce succès aussi qui était après était peut-être aussi un signal qui te disait que peut-être il y avait aussi de quoi faire et d'aller plus loin. On continue avec la date suivante, elle est plus personnelle et c'est le 7 septembre 2003. On sait que tu aimes la vitesse, tu aimes les voitures, tu aimes les motos. On sait peut-être moins qu'en 2003, tu as été victime d'un accident de la route. Ouais, c'est vrai que c'était une date qui aurait pu être la fin parce que j'étais pilote moto en compétition et voyant que ça ne fonctionnait pas, je me suis dirigé vers le stunt, donc l'acrobatie, sur route ouverte, pas bien. Mais bon, c'était une autre vie, c'était il y a 20 ans. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai subi à l'hôpital, j'ai payé ma dette, donc j'ai pas de souci à en parler aujourd'hui. Et je faisais ça avec Alexis Thomasian. On avait fait ce groupe de stunt qui s'appelle Roue de Ouf, et effectivement, ce jour-là, j'ai payé très fort cette délinquance routière qui était, qui était un petit peu envahissante, on va dire. Et ouais, j'étais en spectacle pour le coup. On faisait un peu n'importe quoi sur la route, mais là, on était là pour être en spectacle. C'était à Sens. Et l'histoire est longue, mais je vais aller vite. Mais en fait, à ce moment-là, on allait passer pro dans le milieu de la moto. Et c'était une cascade d'événements qui ont conduit à ce 7 septembre. C'est qu'il y avait les championnats de France de stunt et je tenais absolument à faire une figure où j'étais le 3e mondial à la faire. C'était faire une roue arrière assis à l'envers sur la moto. Je la passais. Et une semaine avant, en l'entraînement, je me rate. Double fracture ouverte du bras, terminé. 2 mois après, de voir le championnat d'Europe, qui était un peu le Graal, ça s'appelait le Burns Day. Et j'étais pas remis, donc j'ai pas pu rouler là-bas non plus. Je me suis réentraîné pour pouvoir faire ce spectacle-là, mais je me suis recassé le bras en reposant sur une roue arrière, sur la route ouverte, juste avant ce spectacle-là. Donc vraiment, le monde s'effondre autour de moi. Et je me remets, et arrive ce 7 septembre où on va par la route à ce spectacle-là, sauf que je me fatigue. Et en fait, je fais une chute en roue arrière, et je tombe sur la tête. Ce qui fait que je glisse au sol, et je dis à Alexis, qui était là ce jour-là, j'ai dû me péter les 2 bras parce que je sens plus mes bras. Mais en fait, j'étais tétraplégique. Et du coup, mais on le voit pas. Et les sauveteurs sur place font n'importe quoi. Ils m'enlèvent le casque et ils me disent vas-y, tourne ta tête à gauche, à droite, en bas. Alors que j'étais à 1 mm de la tétraplégie définitive et 2 mm de la mort instantanée. Ma C5 a été cassée à ce moment-là. Et c'était hyper grave, mais ça on ne le savait pas encore. On l'a vu à l'hôpital où il ne le voyait pas. Et on a fait un scanner, il m'a fait maintenant vous ne bougez plus. Et là, il voulait me transporter en ambulance. Alexis a fait des pieds et des mains, a dit non, vous ne l'emmenez pas en voiture. Ils m'ont fait venir un hélicoptère à la Pitié-Salpêtrière. Et voilà, s'ensuit 3 semaines, 4 semaines en réanimation. Ils m'ont opéré, ils m'ont cassé, ils m'ont sectionné le nerf qui gère la voix. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai plus que 50% des cordes vocales qui fonctionnent. Donc ouais, elle est vraiment importante cette date. Et j'ai passé 6 mois allongé. Ça a été, j'ai failli ne pas revenir, mais je suis revenu. Donc j'en suis hyper reconnaissant à toute l'équipe de la Pitié-Salpêtrière et à l'ICM, donc le professeur Saillant qui m'a opéré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des vidéos pour les gens sur Vidéoléo, mais il y a toute une partie qui revient à l'ICM tous les mois. Je leur donne tous les mois. Parce que c'est important de les aider. Tu envoies les messages aux gens, ouais, on paye quelques euros et tu donnes une partie de ces revenus justement pour ça. Voilà. Ça me paraît important de leur dire merci tous les mois et j'en suis hyper reconnaissant. Eh bien, je suis sûr qu'ils le sont également. On continue avec une autre date personnelle. Tu as incarné souvent des héros et tu as incarné un autre rôle de héros, c'est celui de papa. Le 22 août 2009, tu voulais évoquer dans ces dates la naissance de ta fille. Bah ouais, parce que il faut un petit peu de perso là-dedans, pas que du taf ou des trucs importants qui ont marqué la carrière. C'est aussi ça qu'on veut avoir de vous un peu. Mais ouais, c'est les plus beaux moments de sa vie. Hein. Je veux dire, la naissance de ma fille, la naissance de mon fils, et puis le mariage que j'ai pu avoir un 22 août aussi aux États-Unis. Donc le 22 août, pour moi, c'est une fête. Le 22 août, c'est important. On aurait pu la mettre plusieurs fois, du coup, le 22 août. Complètement, et je fais attention. Je suis de moins en moins matérialiste et tout ça. Mais tous les ans, je me fais un point d'honneur de payer parce que voilà, je gagne bien ma vie, à faire un beau voyage. Donc on va dans le monde entier, on peut se le permettre et j'ai envie d'offrir ça à la famille pour que ça ouvre au monde. Et c'est cool et c'est le 22 août. Donc voilà, le 22 août 2009, c'était la naissance d'Eva, ma fille.
Et voilà, je suis fier de la famille, de ma fille qui est une geekette. Donc du coup, voilà, il y avait... Les chats ne font pas des chiens, Eh, écoute, allez, un petit peu pareil de mon côté. c'est Voilà, ça, donc, donc j'étais obligé d'en parler. C'était bienvenu là-dessus, donc c'est cool, mais c'est vrai que c'est bien de voir qu'on a la famille qui aime les mêmes choses, quoi. Le problème, c'est que je crois qu'elle joue un peu mieux maintenant au FPS que moi. Ah oui, ça c'est un danger, il faut faire attention quand ils vieillissent, on peut Ah ouais. on peut Ah, se mais faire des- avant, je partais avec 2 tours d'avance sur Mario Kart. Maintenant, je te jure que je fais le couteau entre les dents, je rigole zéro. Elle joue beaucoup trop bien. Je vois de quoi tu parles. On continue avec une émission, là on revient un petit peu évidemment à ta carrière de comédien et surtout en fait aux copains, j'ai envie de dire clairement, avec le 22 décembre 2018, la création de Stream VF, où nous on profite de toi et des copains. C'est ça cette émission en fait? C'est ça. C'est vrai que c'était la première date avec Patrick Poivet qui nous a quittés, qui a été le parrain de l'émission. C'était la vraie première. La première, c'était sur Spider-Man avec ma PS4, filmée avec la PlayStation caméra. Mais j'ai eu l'idée pendant ce Spider-Man-là, où je découvrais avec le public le jeu, de me dire mais attends, mais c'est trop bête de faire ça que là une fois, on pourra le faire avec tous les potes. Et donc du coup la première avec Patrick, c'était sur Wolfenstein 2. Et on a discuté. On faisait ça dans le sous-sol de Gotaga. Quand même. D'accord. On a vu pire, toi, comme studio d'enregistrement. C'est plutôt pas mal. Et voilà toute cette aventure. On a fait plus de 90 émissions. On a fait des émissions à Disneyland. On en a fait dans les cinémas avec Richard Darbois. C'est riche d'expériences en tout genre. Et voilà, on n'est pas prêt de s'arrêter. Là, on essaie de se renouveler, faire d'autres concepts. Mais ouais, c'était une date qui était importante parce que je n'aurais jamais pensé qu'on ferait autant d'émissions que ça. C'est magique. Est-ce que tu penses que ça participe justement à la notoriété aujourd'hui des comédiens en France, qu'il y avait un peu de retard par rapport aux comédiens qui interprétaient des personnages d'animés, par exemple, au Japon, où ils sont extrêmement célèbres? C'était moins le cas en France. Est-ce que les notoriétés des émissions comme celle-ci, on peut les découvrir encore plus, participent à l'élan d'amour autour de vos métiers? C'est sûr que ça participe. Il y a un vrai engouement aujourd'hui pour les comédiens qui au départ n'étaient que des voix, qui sont aujourd'hui quand même complètement des comédiens. Ouais, ça participe. Je pense que c'est un tout. Je pense que c'est les réseaux sociaux, les making-of. Alors on parle toujours des Star Talent, mais on a tendance à bien médiatiser le doublage en lui-même. Donc du coup, ça éveille la curiosité des gens. La curiosité qui s'éveille, du coup, ils pêchent ça sur les réseaux sociaux, peut-être un peu sur mes émissions. Je peux pas dire que c'est Stream VF qui fait que le doublage est hype. C'est pas vrai. Mais ça y participe. Peut-être un peu. J'en suis plutôt... fier, donc c'est cool, mais je ne l'ai pas fait pour ça, c'est vrai que je l'ai fait sans réfléchir et puis maintenant on déroule, mais si ça participe tant mieux et de manière positive, c'est le but, donc ouais c'est cool, et puis les conventions aussi, c'est vrai que c'est tout ça mis bout à bout, c'est tous ces médias qui réunis font que le doublage en est là aujourd'hui, pour arrêter avec l'IA qui arrive. Non, on va se battre. La dernière date, je casse l'ambiance là d'un coup. Mais non, regardez nos comédiens, nos vrais comédiens et nos vrais artistes de manière générale. 15 décembre 2021, la sortie de Spider No Way Home. C'est une date importante pour toi, mais alors là, pas que pour toi pour le coup. C'est pour des milliers de fans, c'est une date importante. Mais alors, comme on est avec toi sur le canapé aujourd'hui, en quoi pour toi c'est important, même si on a une petite idée en tête? Parce que moi, ça a été comme, alors évidemment, à moindre mesure, mais un profond regret, une profonde tristesse d'arrêter Spider-Man sur les films. Toujours difficile aujourd'hui, je sais que j'appréhende les films qui vont arriver, que le mercredi de la sortie, ce sera vraiment, mais honnêtement, pas un jour évident pour moi. Mais c'est comme ça, c'est de la même manière que Damien Viteka, je ne sais pas quel est son rapport avec le héros, mais moi c'était mon héros quand j'étais petit. Donc d'y participer, c'était quelque chose de déchirant quand ça a arrêté. Mais avec Tobey Maguire, c'est arrêté pour Andrew Garfield. Donc finalement, je ne suis pas le premier, donc finalement, il n'y a pas à se pleurer sur mon sort, mais quand même ça a été difficile, donc à mon échelle, j'imagine même pas ce qu'a dû ressentir Andrew Garfield, ça a dû être extrêmement difficile, parce que je sais qu'il aime aussi le personnage, mais de pouvoir revenir sur No Way Home, c'était complètement fou, et c'est marrant parce que j'ai appris que je reprenais Spider-Man en étant en train de doubler Andrew Garfield sur Tic Tic Boom, et je l'ai appris en une scène, et donc il y a un moment dans Tic Tic Boom, il y a une vraie émotion, et c'est parce que je venais d'apprendre 10 secondes avant que je reprenais le rôle. Et la preuve en est, c'est que quand on a recommencé sur Spider-Man, la première scène, la première fois que j'ai dû enregistrer, il n'y a rien qui est sorti, tellement j'avais une boule dans la gorge.
une vraie émotion, quoi. C'était trop cool. J'ose espérer qu'il y aura une suite à tout ça, un caméo, un Amazing Spider-Man 3. J'ai du mal à y croire tellement ça fait longtemps, mais j'ose encore y croire. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir continuer Spider-Man dans tout ce qui est hors MCU. Ce serait cool. Ça m'embêterait vraiment de l'arrêter là. S'il n'y a plus de jeux vidéo, ça s'arrêterait. Donc bon, après, si ça s'arrête, c'est la vie, mais j'aime vraiment ce personnage-là. Et c'est vraiment pas une carte de visite. Je suis vraiment heureux de pouvoir l'incarner un peu, ce personnage-là. Et évidemment, Tom Holland est Spider-Man actuellement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'aime bien avoir une petite partie aussi de ce personnage-là. Et si ça s'arrêterait, ça m'embêterait. Bon, eh bien, on va t'espérer le meilleur. On n'y peut pas grand-chose, nous. On est juste derrière toi et on croise les doigts pour que, en tout cas, tu te fasses plaisir et que tu nous fasses plaisir. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et surtout d'avoir proposé tes 5 moments. C'était super sympa de t'avoir et on est très heureux, évidemment, de t'avoir. On te retrouve évidemment dans Stream VF, on te retrouve dans voilà, Wikipédia. Je te dis, il n'y a pas la place pour faire Il y a un peu de scroll, effectivement. Il y a du scroll pour te retrouver. Et donc, merci d'avoir pris à l'instant pour être avec nous. Geek Life, le festival des passionnés de pop culture, vous a présenté Ma vie de geek. Donald Renew, donc, qui sera également l'un des invités du Geek Life Festival, donc les 17 et 18 janvier prochains, au Centre des Expositions au Mans. Il est là sur les 2 jours, Donald ? Donald est présent les 2 jours. C'est le cas de la quasi-totalité de nos invités. C'est juste Bernard l'exception. Donc, vous pouvez venir le samedi ou le dimanche. Il y a des petites variations de programme, mais vous trouverez le même contenu dans le festival. Ouais. Très rapidement, Jean-Christophe, parce qu'on n'a pas forcément parlé des autres invités. On a dit Donald Renew et Bernard Minet parce qu'on rediffusait les épisodes de Ma vie de geek. Si on avait très rapidement sur les thématiques ou les activités des autres invités. Alors on a Sora qui est un youtubeur à plus de 6 millions d'abonnés sur les plateformes. Ça, c'est dingue. C'est des gens qui font de l'entertainment, on dit. Donc là c'est vraiment on a mis le feu. On n'a jamais eu autant de réactions. 30 000 likes sur la publication, plus de 3 000 partages. On n'a jamais eu ça, alors qu'on a déjà eu quand même des gens qui avaient de grosses notoriétés. C'est vrai qu'il faut dire que c'est une dernière chance de le voir. Il part au Japon avec sa femme, qui est aussi notre invitée, Adeline Chetaille, qui est une comédienne de doublage. Je ne trahis pas un secret. Ils se sont mariés en direct sur Internet, donc je ne suis pas en train de dévoiler la vie privée des gens. Mais du coup, comme ils partent après vivre au Japon, c'est une des dernières chances de les voir. Donc on sait qu'il y a des gens qui vont venir d'assez loin pour les rencontrer, parce qu'après ils partent, ils reviendront peut-être un jour, mais en tout cas pas tout de suite. Donc ça fait une grosse influence sur cette annonce. Et Adeline Chetaille, elle est spécialisée, c'est une comédienne de doublage, mais beaucoup plus dans le jeu vidéo. C'est Zelda notamment. Elle a joué dans Clair Obscur, qui a cartonné, qui est le jeu vidéo français qui cartonne dans le monde entier. Et donc elle, c'est une touche un peu différente par rapport à Donald Renew. On est plus dans le doublage et l'interprétation du jeu vidéo. On a aussi invité locaux, Ronan Touloat, illustrateur de bande dessinée notamment, Chris Malgrin, qui est plutôt dans les comics, lui. Exactement, c'est-à-dire qu'on a des Sartois qui s'exportent et qui travaillent aux États-Unis. Donc autant les inviter, tant qu'à faire. Et donc oui, on ne se prive pas. Et ça, c'est une des composantes. Tous nos invités artistes sur l'Artiste à l'aise sont des locaux ou locaux régionaux. Ça, on y tient beaucoup. On a beaucoup de talent en Sarthe. On a MDH qui sera présent aussi. Et donc, c'est un habitué du festival. Mais pour nous, c'est important qu'il y ait les gens de la Sarthe qui soient présents à Geek Life au Mans. On rappelle, c'est le 17 et 18 janvier, Jean-Christophe, les horaires d'ouverture 10h, 19h le samedi, 10h, 18h le dimanche. Et si vous achetez en ligne, vous payez moins cher et vous pouvez arriver dès 9h30. Il y a des passes de jour ? Passes de jour, passes un jour et des passes VIP en premium si vous voulez tenter l'expérience VIP. Bon, ça marche. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'être venu sur ce plateau. Merci, et merci encore d'avoir pensé à LMTV pour être partenaire de cette 7e édition du Geek Life Festival. C'est donc les 17 et 18 janvier prochains au Centre des Expos. Salut, JC. Salut. Rendez-vous les 17 et 18 janvier au Parc des Expositions du Mans. Les billets sont disponibles sur geeklife.fr. geeklife.fr